Je m'appelle Jeanne, j'ai 16 ans et demi, attention, bientôt 17, et je suis en première. Songe. 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 C'est le générique là. Songe. 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 Bonjour et bienvenue dans Songe. Aujourd'hui, on accueille Jeanne. Bonjour. Alors déjà, comment ça va ? Ouais, ça va très bien, ça va. Est-ce que tu aurais une musique qui représente très bien ton mood, ta personnalité, tout ça ? Alors, plus mon mood que ma personnalité, je pense que ce serait The Great Escape de Patrick Watson. Bad day, looking for a way home, looking for the great escape. Gets in his car and drives away far from all the things that we are. Pourquoi tu aimes bien cette musique ? Alors, on va dire que c'est une musique qui parle un peu, pour moi en tout cas, de ce que j'en ai compris du fait de pas se sentir bien où on est, au moment où on est, et de rêver de mieux, de rêver de s'échapper. Et je pense qu'en ce moment, c'est pas fixe comme période. Je pense que ça fait à peu près un mois que j'ai l'impression que ce que je vis, en tout cas, me plaît pas, et je suis pas très heureuse, on va dire, en ce moment, et je rêve vraiment du moment où cette période-là va s'arrêter. Cette chanson, c'est un peu comme un pansement. À un moment, je me sentais vraiment pas bien, et je pleurais toutes les larmes de mon corps, et j'écoutais de la musique, et cette chanson, elle est arrivée dans ma playlist, et genre je me suis dit, mais c'est exactement ce qui me passe par la tête et ce que j'arrive pas à dire. Et du coup, ouais, cette chanson, c'est un peu comme un pansement, et dès que ça va pas, genre, je sais pas si il y a des gens pour qui ça fait ça, mais moi, il y a des chansons où vraiment c'est immédiat, quoi, l'effet. Et du coup, c'est quoi la question que tu te poses le plus en ce moment ? Je pense, alors forcément c'est large et un peu existentiel, mais qui je suis, et puis qui j'ai envie d'être. Je sais qu'il y a des choses que j'ai pas envie d'être, mais je sais pas ce que j'ai envie d'être, comment j'ai envie que les autres me voient, comment j'ai envie de m'épanouir, etc. Et je pense que j'ai beaucoup de mal à me chercher, entre guillemets, même au niveau de mon identité, J'ai aucune idée, je suis très perdue, en fait. D'accord. Et t'as trouvé un semblant de réponse ? Est-ce que dans ton évolution, t'as retrouvé un peu une réponse ? Je pense que j'évolue, et en fait j'essaye de pas me poser la question, parce que je sais que si je commence à me poser la question, c'est juste de l'angoisse, et de me dire mais j'ai pas trouvé qui je suis, mais oh là là, c'est horrible. Et du coup j'essaye juste de me dire bah peut-être la réponse elle sera évidente à un moment, et peut-être pas, et au final c'est pas très grave. Alors on va passer à une partie plus sur le lycée, les études, tout ça. Comment tu te définirais en tant que lycéenne ? Alors je sais pas si je suis spécifiquement quelqu'un en tant que lycéenne et en tant que autre. Je pense que je suis à peu près tout le temps la même personne, même lycéenne. Et je pense que je suis quelqu'un d'assez introverti. Je suis pas timide. En tout cas, je suis moins timide qu'avant. Je suis plus introvertie, et j'aime être introvertie. J'aime bien le fait d'être silencieuse, d'écouter et d'observer. Moi, ça me plaît. Et j'ai besoin d'être à l'aise pour m'épanouir. C'est-à-dire que dès que je suis pas à l'aise, je vais être très très mal. Et je cherche justement les moments où je suis bien, je suis vraiment moi-même. Et les moments où tout de suite il y a quelque chose qui va pas, j'ai beaucoup de mal à me retrouver. Et est-ce qu'il y a une différence entre ton caractère au lycée et ton caractère avec tes potes et avec tes parents ? Je pense que oui. Je pense que je suis pas la même facette. Je montre pas la même facette de moi quand je suis devant des profs, que quand je suis devant mes amis, que quand je suis devant mes parents. Je pense qu'il y a un degré de contrôle de soi. Je pense qu'avec mes profs, c'est vraiment le pire, où je suis le plus en contrôle. Après, je pense qu'il y a les amis pas très proches où je me maintiens quand même, etc.
Il y a mes amis très proches, il y a mes parents, et je pense qu'il y a mes meilleurs amis après. Et ça, c'est vraiment le craquage total, quoi. Je pense que si mes profs me voyaient dans ces situations, ils me reconnaîtraient pas, quoi. Mais je pense que je suis pas autrement que moi dans toutes ces situations-là. C'est moi, en fait. C'est juste différent. Et quelle est l'importance du lycée dans ta vie? Alors, évidemment que le lycée, c'est central, je pense, dans ma vie. Parce que, bah, déjà dans ma semaine et dans ma vie, dans une année, j'y passe au moins la moitié du temps, voire plus. Et c'est là où j'ai construit tous mes réseaux, presque. Mais tous mes amis, quasiment, viennent de là. Et c'est les gens avec qui je m'épanouis. Et c'est mes amis, c'est des amis proches. Donc c'est vrai que c'est l'endroit où on se voit, etc. Et puis même au niveau de ce que j'apprends et tout, j'ai l'impression que ça m'aide quand même à construire la personne que je deviens. Du coup, c'est forcément central dans ma vie. Est-ce que tu te sens mieux au lycée qu'en primaire ou au collège? À quel niveau? Au niveau relationnel? Bah du coup, oui. Je vis mes relations amicales beaucoup plus apaisées parce que j'ai pas la peur de... Enfin, la plupart du temps, je me dis pas oh, si je dis ça ou si je fais ça, ça va les froisser, ça va les embêter, on va s'engueuler en gros. Aujourd'hui, c'est très rare que ça se passe comme ça et du coup, ça me permet d'être plus libre et aussi de choisir les personnes avec qui je suis. C'est-à-dire que quand je parle à des personnes, quand je vois des personnes, quand je mange avec elles, j'ai vraiment l'impression de ne pas le subir et de le choisir. Et du coup d'être contente de les voir. Et vraiment sincèrement, quand je vais les voir et leur parler, c'est vraiment vraiment sincère. Et ça fait du bien parce qu'au collège, c'était pas forcément le cas. Et je trouve ça très agréable d'un côté comme de l'autre parce que aussi les personnes sont contentes de me voir, quoi. Est-ce qu'il y a un prof qui t'a marqué dans ta scolarité, en bien ou en mal? Alors en mal, évidemment. Oui. Oui. Voilà. Mais Tu peux raconter des anecdotes. je peux raconter des anecdotes, mais à la fois j'ai l'impression de surjouer ça, mais ça m'a vraiment vraiment marqué. En fait, c'était ma prof de français en 5e, pour pas citer de nom. Voilà. Et en fait, bah, c'était forcément une période, le collège en général, où j'étais pas très bien dans ma peau, j'avais vraiment pas confiance en moi, tu vois. Et c'était pas le genre de prof qui met à l'aise. C'était, voire pire, le genre de prof qui vraiment, quand tu fais une erreur, va te le dire devant toute la classe et dire ce que tu fais, c'est pas ça. Et moi, c'est pas du tout comme ça que j'avance. J'ai besoin plus que je sois discrète dans un groupe et surtout à ce moment-là. Et j'avais pas du tout besoin de ça et du coup, j'ai très très mal vécu cette année-là parce que je bloquais avec beaucoup de choses de sa personnalité. Après, je pense que... Enfin, c'est possible que certaines personnes l'aient aimé, mais moi, elle m'a fait passer une année très compliquée. Et... ouais, c'est bizarre dit comme ça qu'un prof puisse autant te marquer, mais j'ai mis un moment à m'en remettre en fait. C'est bizarre, hein, mais c'est vrai. Et après, en bien, il y en a eu plein aussi, et du coup, c'est plus compliqué de s'en rappeler parce qu'au final, je sais pas, il y en a eu beaucoup. Je dirais, j'ai un très bon souvenir de ma prof d'anglais en 3e, mais je pense que je suis pas la seule dans ma classe, elle était vraiment incroyable. C'était très très vivant et j'avais jamais eu des cours d'anglais comme ça. Même, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, surtout en anglais, mais là j'avais envie de participer et elle nous poussait un peu à parler, enfin elle nous poussait un peu de nos retranchements et c'était très agréable, même à regarder en fait. On aurait dit vraiment une pièce de théâtre, elle était tout le temps à fond, elle était incroyable. Elle est partie pendant le confinement, du coup on n'a jamais pu lui dire au revoir vraiment et après on a eu un autre prof, on l'a genre vu 2 fois parce que il y avait enfin c'était vraiment n'importe quoi. Et je suis vraiment déçue de même pas avoir pu lui dire au revoir quand on s'est envoyé un mail pour se dire au revoir, c'est hyper triste je trouve. Mais voilà. Est-ce que t'as déjà subi du harcèlement ou de l'intimidation ou t'as déjà rencontré des problèmes avec des élèves au lycée ou même des profs du coup par rapport à ce que tu racontais? Harcèlement, non. Pas d'intimidation non plus, en tout cas de la part d'élèves et de profs non plus. D'ailleurs, il y a juste eu cette prof-là, mais c'était même pas de l'intimidation. Enfin, c'était rien, c'était juste malveillant. Mais c'était pas. Je pense qu'elle s'en rendait pas compte et je pense qu'elle était comme ça avec tout le monde. Donc je sais pas si à partir de là on peut dire que c'était du harcèlement. Mais
sinon, avec mes camarades, pour dire ça comme ça, en tout cas les gens avec qui j'ai toujours été dans ma classe, je m'en suis toujours bien sortie, entre guillemets. J'ai jamais vraiment été... Je suis pas quelqu'un qui aime me disputer, donc j'ai jamais vraiment été dans des disputes, des choses comme ça, la plupart du temps. En tout cas, quand je me dispute, c'est des gros trucs, donc c'est pas forcément la meilleure idée non plus, mais j'ai toujours évité les conflits, et en général, je sens les personnes où je me dis, là, ça peut partir vite, et du coup, c'est des personnes de base, je vais pas vers elles. Et du coup, en général, je dis bien en général, j'ai rien eu. Et au pire, c'est une remarque. Et voilà, au collège, il y en a plein tout le temps sur tout le monde. Donc, c'est pas agréable, mais ça arrive une fois, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre ce que tu apprends au lycée et ce que tes parents t'apprennent? Je pense pas. Enfin, c'est bizarre parce qu'on l'apprend pas de la même manière au lycée et que dans sa famille, il y a beaucoup plus d'affect dans sa famille. Et je suis une personne très influençable pour dire ça. Donc, l'avis de mes parents compte énormément dans ma vie, beaucoup plus que je le voudrais en fait. Parce que je me dis, bah, c'est bête parce que c'est pas eux qui décident ma vie, enfin, c'est moi quoi. Mais c'est assez proche de ce qui se passe au lycée. Aussi parce que mes parents sont profs, je pense. Donc ça peut jouer le fait qu'ils soient en accord avec ce qui se passe au lycée. Voilà. Et tu as quelle relation avec ta famille? Plutôt bonne. J'adore parler avec mes parents parce que finalement, on s'apporte de plus en plus de trucs mutuellement. J'adore leur faire découvrir par exemple de la musique ou parler d'actualité. Et c'est réceptif, enfin, j'aime beaucoup parler avec mes parents de tout et de rien. Même avoir des débats, je trouve ça très intéressant parce qu'ils sont ouverts à la discussion. Et si tu devais garder une idée ou une valeur qui t'ont transmise, ce serait quoi? Alors, je pense que mes parents m'ont appris à être tolérant dans l'idée que même si tu comprends pas quelque chose, et eux, c'est... Enfin, il y a plein de trucs qu'ils comprennent pas. Par exemple, je sais pas, la non-binarité, ils comprennent pas, et ils comprennent pas du tout, mais genre vraiment, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Ils disent très bien que c'est pas des choses qu'ils comprennent, et pourtant, ils vont pas aller, genre, manifester. Ils vont pas aller devant la personne en disant tu fais le mauvais choix, tu vas aller en enfer, ou des choses comme ça. Et je pense qu'ils feront jamais de remarques à une personne, même quand ils comprennent pas ses choix de vie, etc. En tout cas, c'est pas de premier abord, tu vois. Sauf s'ils connaissent vraiment la personne. Et je pense qu'ils m'ont appris à faire ça, en tout cas, j'espère que je suis comme ça. D'accord, et tu disais du coup que t'as un frère, t'as d'autres frères et sœurs, et est-ce que t'es proche d'eux? Alors, j'ai un petit frère, on a 2 ans d'écart. Et je pense que on n'a jamais été aussi proches. Je pense qu'on devient de plus en plus proches et ça fait vraiment du bien. Avant, quand on était petit, bah, je m'en rappelle pas trop en vrai, mais on n'était pas proches. Et le truc le plus marquant, c'est qu'en fait, on commençait à s'engueuler au début des vacances. Vraiment, le premier samedi des vacances, ça partait et pendant 2 semaines, on allait faire que s'engueuler. Alors que pendant le reste du temps, bah, ça allait. Et aujourd'hui, c'est plus le cas du tout et on fait des activités en commun. Des fois, on part ensemble le matin, on revient ensemble, on fait des concerts ensemble, enfin voilà. Et je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait, je me rendais pas compte qu'on était aussi proches au niveau des idées, par exemple, au niveau de nos combats, etc. Et même lui, au niveau de son ouverture. Enfin, je trouve qu'on est très similaires, entre guillemets. Et ça fait vraiment du bien. Et on est ouais, de plus en plus proches. D'accord, et tu penses que vous serez toujours liés plus tard? Bah j'espère. Et en fait, bizarrement, je pense que le fait qu'on soit plus loin va nous rapprocher. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin l'un de l'autre, mais après, par exemple, si je prends un exemple, le fait quand moi j'étais au collège et que lui allait rentrer au collège, j'ai eu l'impression que j'avais une vraie mission de lui expliquer, vu que moi on ne m'avait pas expliqué, vu que j'étais la première de ma famille, comment ça allait se passer le collège. J'ai eu vraiment l'impression d'avoir une mission de devoir lui expliquer et le rassurer sur ce genre de choses-là. Pour le lycée, bah là, ça va. Lui, il a pas l'air très stressé, mais je pense que ce sera pareil. Je suis vraiment prête et j'ai envie de répondre à ses questions pour pas qu'il soit stressé. Bah là, il stresse par exemple pour le brevet, mais je vais pas pouvoir l'aider vu que j'ai pas passé le brevet. Mais du coup, après le bac et après, je pense que ce sera toujours ça. On sera là en tout cas pour se rassurer, etc. Et j'espère vraiment. Est-ce que tu penses qu'il y a un écart générationnel entre vous et qu'il y a des différences d'éducation? Je pense pas qu'il y ait d'écart générationnel dans l'idée qu'on a que 2 ans et demi d'écart, donc c'est pas assez à mon avis pour créer un fossé entre nous.
Mais le fait que ce soit un garçon et moi une fille, je pense dans beaucoup de familles, ça crée un écart. Moi, je pense que c'est pas le cas, ou alors c'est en ma faveur, parce que c'est un peu horrible, c'est comme ça, et des fois ça me fait culpabiliser. Mes parents sont assez durs avec lui, plus qu'avec moi, parce que bah, il fout le bordel dans sa chambre, c'est n'importe quoi. Mais tu vois, genre il a 15 de moyenne sans bosser. Tu vois, il se foule pas. C'est bien, mais il pourrait faire plus. Et je suis pas du tout comme ça, et du coup, vu que je suis la première en plus, bah mes parents, ils lui en demandent beaucoup. Et puis il y a aussi des choses que lui a pu faire plus tôt que moi, mais ça je pense que c'est dans toutes les fratries. Dans l'idée que moi j'ai forcé par exemple pour regarder des films qui étaient pas de mon âge, et une fois que moi j'avais le droit, bah on l'a regardé avec mon frère quoi. Donc lui il avait 2 ans de moins que moi. Par exemple des films, je sais pas si ça existe, interdits au moins de 10 ans. Bah moi je les ai vus à 10 ans, mais du coup mon frère les a regardés à 8 ans, tu vois. Du coup, mon frère c'est vraiment la première personne de ma famille à qui j'ai dit que j'aimais les filles. En tout cas que j'aimais une fille dans ma classe. Et sa réaction était vraiment incroyable. Je pense que c'est la meilleure réaction que quelqu'un pourrait avoir. Parce qu'on est assez pudique avec mon frère, donc toutes les conversations importantes qu'on a eues, on les a quasiment toutes eues par message, alors qu'on était dans la même maison, tu vois. Mais du coup, là, j'étais en appel à ce moment-là avec des potes. Et je sais plus à quel sujet. Ah oui, parce que mon frère était en couple, machin. Et du coup, j'avais vu ça sur son profil Insta ou WhatsApp, je crois. Et du coup, je lui avais envoyé un message en disant Ah, mais t'aimes quelqu'un et tout. Il m'avait dit Oui, oui, je suis en couple et tout. Et lui, il m'avait dit Toi, t'aimes quelqu'un? Et j'avais fait Oui, une fille dans ma classe. Et lui, il m'avait répondu Bah, du coup, moi aussi. Et genre, j'avais trouvé ça excellent parce qu'à aucun moment, genre, il m'a dit Ah, mais je savais pas et tout. Il était juste là Ouais, moi aussi. J'aime une fille dans ma classe, moi aussi. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et il y a un autre truc qui m'a fait me rapprocher entre guillemets de mon frère, en tout cas de me dire que waouh, j'avais pas conscience qu'il était aussi ouvert. C'est une fois on parlait, parce que du coup il était toujours en couple, et je sais plus comment on est arrivé là, mais on s'est mis à parler des poils. Et je commençais à lui dire, mais toi par exemple, sur une fille ça te gêne les poils? Parce que je sais plus quoi, il me parlait de ses jambes peut-être, qu'il était poilu et tout. Du coup je lui disais, mais toi sur une fille, ça te gêne les poils et tout? Il m'a fait, non, j'en ai rien à foutre. Et j'avais pas conscience de ça, et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Il en a vraiment rien à foutre, je pense. Voilà. Est-ce que tu as l'impression d'être dans une période charnière de ton développement en tant que personne à part entière? Oui, oui, oui. Je pense que vraiment là, Alors, je prends pas conscience de choses particulières par rapport à moi, mais je pense que j'affirme mes choix et mes envies, en tout cas une partie. Par exemple, je sais qu'avec mes parents, il y a quand même un espèce d'écart qui est en train de se creuser. Et vraiment, bah, quand j'étais plus petite, les parents, c'était mon modèle. Enfin, un peu, ça craint un peu dit comme ça, mais c'est vrai en fait. Les parents, c'est vraiment les personnes un peu surpuissantes au-dessus de toi, toute une partie de ta vie qui t'éduquent, et t'es au-dessus d'eux, enfin t'es en dessous d'eux, et tu fais genre waouh, mais j'aimerais tellement être aussi intelligent, tellement aussi épanoui, je sais pas quoi. Et en fait, de plus en plus, tu te rends compte que bah ils ont leurs défauts, et que ils sont pas aussi parfaits qu'ils en avaient l'air quand t'étais petit et que tu les idéalisais. Et bah, mes parents, je vois ça par exemple, bah, quand on a des fois des conversations et certains débats, on a les mêmes idées fondamentales, mais ils sont beaucoup moins extrêmes dans l'idée que, genre, même ma mère par exemple, le féminisme c'est cool, mais faut pas trop en demander, tu vois. Se faire siffler, enfin pas siffler dans la rue, mais se faire aborder dans la rue, des fois pour eux, faut quand même que ça reste, parce que sinon les hommes peuvent rien dire. Enfin, il y a des choses où on est fondamentalement pas d'accord, parce que eux sont plus tempérés que moi, on va dire. Moi, il y a des choses vraiment qui m'énervent, et eux, ils sont là, oui, mais non, mais tu comprends quand même, le crop top à l'école, machin, il y a des limites et tout. Et il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, et je pense qu'on sera jamais d'accord. Ça n'empêche pas qu'on s'entend sur plein de trucs. Alors maintenant, on va parler de tes convictions et tes engagements. Alors déjà, est-ce qu'il y a une cause ou plusieurs qui te tiennent à cœur? Je pense que ça s'est un peu vu avant, mais on va dire que les 2 causes, pour être un peu plus large, qui m'animent, c'est bah, l'environnement l'environnement et s'occuper de l'environnement, et puis la tolérance et l'égalité en général, que ce soit entre les sexes, que ce soit entre les personnes noires et blanches, enfin même pas noires et blanches, mais toutes les personnes, ou que ce soit les personnes LGBT et les personnes
hétéro. Enfin, ouais, c'est simplement une histoire d'égalité, quoi. Ah bah d'accord, c'est chouette. Et est-ce que ça vient d'une histoire particulière, un moment ou un parcours de vie, quelque chose qui s'est passé? Alors, bah, l'idée de... On va dire, si on prend par exemple le féminisme, bah, je suis une femme, donc forcément j'ai un peu un rôle à jouer dans ça, et il y a des choses qui m'énervent, et du coup je me sens obligée de me défendre aussi quelque part, et de relever les injustices et les choses comme ça. Au niveau de l'égalité entre toutes les personnes, bah, je trouve ça juste... Enfin, c'est comme ça que j'ai été élevée, par exemple, du coup je trouve ça juste aberrant qu'il y a encore des problèmes à ce niveau-là, et qu'il y a encore tant d'amalgames par rapport aux religions et tout, mais je comprends pas, et du coup ça m'énerve. Au niveau des personnes LGBT, bah, je me sens totalement liée, on va dire, à la cause LGBT, et même si c'était pas le cas, je pense que je me sentirais concernée dans l'idée qu'il faut une égalité, et qu'il y a des choses qui sont pas tolérables. Et puis au niveau de l'environnement, bah pareil, c'est une histoire d'éducation, et on m'a toujours éduquée dans l'idée que bah, la planète se réchauffait et que ça allait être dur si on faisait rien. Du coup, il fallait que je fasse quelque chose, et je me sens un peu responsable, un peu obligée de participer à ce changement-là, donc autant le faire bien. Et est-ce que ces convictions se traduisent dans un engagement, est-ce que t'en parles autour de toi, ou même un engagement associatif? Je suis pas vraiment engagée dans une association, voire même pas du tout. Ça veut pas dire que je crois pas en ces choses-là, parce que c'est peut-être juste des fois une histoire de pas avoir le temps, et je sais qu'il y a beaucoup d'associations par exemple qui sont pas très chauds pour prendre des mineurs, mais j'essaye de changer moi au quotidien, par exemple mon regard sur les gens, même pour essayer parfois d'être un peu plus tolérante, parce qu'en fait même si on essaye un maximum de le faire, il y a toujours des a priori qui restent, et qui moi me pèsent, parce que dès que je m'en rends compte, je me dis mais en fait c'est horrible d'avoir ces préjugés-là qui devraient pas exister en fait. Et par rapport à l'environnement, ouais, c'est aussi une histoire d'habitude à prendre, et je pense que il y a le fait de s'engager, mais il y a aussi le fait de changer son quotidien. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai à changer encore, mais il y a déjà des choses où j'ai essayé de faire différemment. C'est pas parfait, mais ça pourra jamais l'être, je pense. Et est-ce que tu parles de ces convictions dans ton entourage, ta famille et tes amis? Et comment ça se passe? Comment ils réagissent? Par rapport à mes parents, etc., on a tous évolué en même temps dans nos modes de vie, dans l'idée que je vis chez eux, donc leur changement a été mon changement, tu vois. Le fait qu'ils décident de moins acheter d'emballage ou de moins consommer, ça a aussi répercuté sur moi, et j'aurais pas pu le faire toute seule. Eux me disent, si jamais tu vois un truc qu'on fait mal, ou un truc qui pourrait être amélioré, toi, des conseils, etc., hésite pas à nous dire. Eux, ils sont vraiment dans l'optique changer avec moi et nous, avec mon frère. Dans l'idée de la tolérance et de l'égalité, oui, je leur en parle beaucoup. Je pense qu'ils n'ont pas conscience à quel point je suis engagée dans toutes ces causes-là, et notamment par exemple la cause LGBT. Je pense pas qu'ils sachent, mais je leur dis souvent que pour moi c'est important qu'il y ait de l'égalité, et ils en ont conscience, et je pense aussi que c'est assez évident dans ma famille. En tout cas j'espère, sinon je tomberais de haut. Et est-ce que tu as des ressources documentaires par rapport à cette cause? Alors, j'ai cherché des ressources documentaires à propos de ces causes-là. J'en ai pas trouvé spécialement, parce que je pense que c'est tout un processus d'arriver... pas où j'en suis, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais chacun son parcours, et chacun trouve les trucs qui leur parlent. Mais du coup, là, j'ai plus pris des comptes TikTok qui me redonnent un peu foi en l'humanité, on va dire ça comme ça. Alors, le premier, ça s'appelle Strangers Reading. Et le concept, alors c'est pas très gay, mais c'est en fait des inconnus, plein de gens qui marquent, au début c'était sur des bouts de papier, leur plus gros secret, ou le truc qu'ils ont jamais dit à personne. Et là en ce moment c'est plus, t'as un micro dans la rue et les gens viennent de dos dire quelque chose qu'ils ont jamais dit à personne. Et c'est souvent très très dramatique. En fait, tu te rends compte que tous les gens ont un truc hyper personnel à dire, et souvent c'est horrible, et souvent c'est tragique. Et tu te rends compte qu'en fait, toutes les personnes, tous les inconnus que tu croises dans la rue, etc.,
tout le monde porte chacun ses démons et ses angoisses et ses trucs tragiques qu'en fait ce serait bien d'avoir conscience que chacun porte ses casseroles, quoi. Voilà. Après, il y a un truc qui s'appelle La La Land Kind Café. Et ça, c'est un truc pour le coup qui donne le sourire. C'est un peu l'opposé. C'est en fait des gens qui, dans la rue, s'arrêtent pour dire des compliments sincères à d'autres gens. Et ça, moi, quand je vais pas bien, ça me remonte le moral parce qu'en fait, tu vois à quel point ça fait du bien de recevoir un compliment. Et aussi à quel point dans la rue, alors c'est pas en France, mais les gens sont sympas en fait. Et le fait d'aborder quelqu'un en lui faisant un compliment, etc. Je parle pas de drague, hein, parce que là non. Mais juste lui dire waouh, t'es super bien habillée aujourd'hui, t'as l'air d'être un. Je sais pas, il y en a qui disent tu ressembles à un roi, quoi, vraiment. Et tu vois à quel point ça touche les gens, bah ça fait vraiment du bien. Et le dernier, il s'appelle Jeffrey Marsh. Et là, c'est une personne non-binaire qui parle de plein de trucs. Et en fait, cette personne-là, genre vraiment, elle est un peu magnétique. Enfin, pour moi, en tout cas, ça fait un peu une sorte d'aimant, tu vois. Parce que cette personne parle vraiment de trucs forts et elle a une voix hyper posée et hyper calme et c'est hyper agréable. Je pense que ça peut en énerver certains, la façon dont elle parle et tout, mais moi pas du tout et je trouve ça tellement, tellement intéressant et tellement agréable parce que ça a l'air d'être une personne juste complètement sincère et complètement adorable, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les 3 ressources documentaires si vous avez envie soit de pleurer, soit de retrouver foi en l'humanité, soit de vous introspecter vous-même. Voilà. Et est-ce qu'il y a des personnalités qui t'inspirent par rapport aux causes ou pas forcément? Alors, il y en a plein, et à la fois pas beaucoup. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, il y a beaucoup de trucs qui passent par la musique, et du coup, il y a plein de chansons qui me marquent. Et des fois, c'est juste totalement sans rapport avec l'artiste, et ça me touche. Mais je détourne le sens de la chanson, tu vois. Ça me parle à moi, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire à la base, la personne. Voilà, mais j'ai pas vraiment d'artiste phare. On va dire que j'ai des obsessions pour des personnes, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais D'accord. voilà. D'accord. Alors, si tu devais avoir une conversation avec 5 personnes mortes ou vivantes, sans barrière de langue, ni de temps, ce serait qui? Alors la première personne à qui j'aimerais parler s'appelle Aurora. C'est une chanteuse norvégienne, si je me trompe pas. Et elle a été hyper connue pour son succès Runaway, là. Sur TikTok, c'était vraiment que ça. Mais moi, je la connaissais avant, donc petite fierté d'avoir découvert une artiste qui a percé après que je l'ai découverte. Et ça a l'air vraiment, en tout cas, l'image qu'elle se donne sur les réseaux sociaux, etc. Je sais pas si c'est vraiment son image, parce qu'en fait, on peut créer une personne sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, ce que je vois d'elle me paraît genre vraiment incroyable. Ça a l'air d'être une personne hyper douce, hyper naïve, enfin pas naïve dans un mauvais sens du terme, mais qui a pas de préjugés justement sur les gens et qui fait en sorte que chaque personne soit bien. Et puis à peu près tout ce qu'elle dit en fait me correspond dans l'idée que y a pas de choses où je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit et je la trouve juste trop mignonne et ouais, vraiment parfaite. Genre dans le rôle qu'elle joue, en tout cas, si c'est pas vraiment elle, je la trouve parfaite. Et juste diffuseuse de bonnes ondes. Deuxième personne, j'aimerais bien parler à Nina Simone. Voilà, j'ai regardé un documentaire sur sa vie sur Netflix. C'est un peu triste dit comme ça, je la connaissais avant, hein, j'écoutais sa musique et tout. Mais c'est vraiment par ce documentaire que je me suis rendu compte à quel point sa vie était horrible. Parce qu'en fait, elle a subi évidemment du racisme, et en fait toute sa carrière repose sur un truc qu'on lui a refusé parce qu'elle était noire, à savoir son entrée à une très très grande école de musique pour devenir pianiste classique. Et du coup elle a créé toute sa carrière sur cette frustration-là, et je trouve ça horrible parce que du coup ça... Il y a sûrement des moments où elle a été heureuse, mais il y a plein de trucs aussi qu'elle a fait par dépit et où c'était pas sa première volonté. Et en fait moi j'aurais juste aimé réparer cette erreur et lui donner ce qu'elle voulait parce que ça a presque ruiné sa vie en fait. Ensuite, deuxième personne morte et troisième personne, ce serait une chanteuse, encore une autre, qui s'appelle Lassa Dessela.
Et c'est la chanteuse, pas préférée, mais vraiment phare que mes parents écoutent et qu'ils ont écouté toute mon enfance. Et le seul concert qu'ils ont vu d'elle avant qu'elle meure, donc elle est morte vraiment très jeune, vers entre 35 et 40 ans je dirais, ils m'ont dit que c'était le concert le plus incroyable qu'ils ont vu dans leur vie et qu'ils ont genre mis 2 jours à s'en remettre. Parce qu'en fait, c'était fou quoi, ils étaient sur un nuage et il y avait rien en fait. Ça avait l'air d'être une personne très mystérieuse, au final on ne sait pas grand chose sur sa vie. Et d'ailleurs mon podcast préféré c'est justement un peu un retour sur sa vie, il est vraiment incroyable. Je vous le conseille si vous le connaissez, si vous la connaissez. Le podcast s'appelle Une vie. Là, c'est sur France Culture, je crois. Et bref, ça avait l'air d'être quelqu'un juste, encore une fois, pure et simplement elle-même. Et très pudique. C'était quelqu'un de très pudique et du coup très mystérieux. Et elle avait une vie incroyable. Genre, elle parlait 3 langues, elle était trilingue. Elle a grandi dans une communauté circassienne. C'est-à-dire que ses parents, toute sa famille était circassienne. Et elle a passé sa vie genre dans une roulotte à traverser le monde. Et elle a décidé un jour qu'elle ferait de la musique et elle s'est mise à faire de la musique. 4e personne, ce serait ma grande tante. Genre c'est un peu mon ancêtre dans ma famille. Et cette personne-là, c'est un peu genre un mythe. Elle s'appelait Germaine. Et du coup, c'est la tante de mon grand-père. Et elle est morte avant que je naisse, mais je sais que mes parents l'ont connue un peu, mais vu que c'était déjà une vieille dame, bah, elle était un peu aigrie et vénère, mais dans sa vie, elle a fait des trucs de dingue. Elle a grandi en Ardèche, et à peu près vers ses 18 ans, bah, elle a dit à ses parents, bah, je me barre de votre trou paumé, et elle a décidé de devenir assistante sociale, et elle s'est occupée des prostituées. Mais genre occupée, genre c'était pas une proxénète ni rien. Mais en tout cas, dans ce milieu-là, elle a rencontré des artistes et elle a commencé à devenir modèle pour des artistes. Elle a commencé à poser et du coup, bah, par exemple, on a encore des tableaux où c'est elle qui est représentée. Et je sais que bah, c'était pas des artistes très connus, mais il y a quand même des musées qui ont des tableaux où c'est elle qui est représentée. Donc c'est un peu stylé quand même. Et on a des photos chez nous où c'est elle qui est représentée genre dans ses ateliers et tout, et je trouve ça assez dingue. Et c'est une femme, genre elle a eu 6 maris. Elle a eu 6 maris, elle les a tous enterrés. Voilà, à l'époque c'était vraiment pas quelque chose qui se faisait, surtout d'avoir 6 maris. Et elle a fait beaucoup de courses automobiles, et je trouve ça très drôle. Et du coup j'aimerais vraiment la rencontrer pour savoir un peu, genre, à quel moment tu te dis je suis une femme, personne ne fait ça, je fais de la course automobile. Peut-être je l'idéalise un peu parce que c'était une personne humaine, mais le fait de l'avoir jamais rencontrée me fait me dire genre waouh, elle avait l'air exceptionnelle. Voilà. Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es rendu compte que le monde n'allait plus jamais être pareil ? Il y a beaucoup de moments où je me suis rendu compte de ça. Je pense que la première fois ce serait pour les attentats. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que j'étais petite, hein, c'était en 2015. Et le jour où c'est arrivé, mon père m'en a parlé en me disant ah il s'est passé une fusillade dans un journal et tout, mais ok, il s'est passé une fusillade dans un journal, quoi. Je conscientisais pas du tout, et c'est quand on a commencé à en parler en cours, et qu'on a passé presque une journée, enfin pas une journée, mais au moins 2 heures, tu vois, à parler de ça en cours, que je me suis dit, là, ça doit être important, ça doit être chaud. Et les premières minutes de silence et tout, les premiers trucs comme ça, parce qu'après, il y en a eu d'autres, hein, des attentats, et c'est horrible de se dire qu'à 9 ans, on nous parlait déjà d'attentats terroristes et du fait qu'il fallait se protéger, quoi. Ça m'a un peu traumatisé une partie de ma vie quand même. De me dire que, ouais, potentiellement, t'avais des terroristes, voilà. Et quand t'es petit, tu conscientises pas que ça arrive si peu, en fait. T'en entends tellement parler, et tu te dis, ouais, à tout moment, dans la classe, il y a quelqu'un qui rentre et qui nous égorge, quoi. C'est un peu ça. Moi, j'avais un peu l'impression que c'était omniprésent, quoi. D'accord. Et est-ce que le Covid a changé ta perception du monde, ou toi, ta vie future, etc. C'est la deuxième chose qui m'a marqué et qui m'a dit, genre, là, il y a un truc. Et j'ai eu pendant très longtemps, enfin pendant le premier confinement, un truc de me dire, bah peut-être que là, les gens vont se rendre compte que notre mode de vie, la société dans laquelle on vit, par rapport à l'environnement notamment, bah ça va pas, qu'il faut changer. Pendant le confinement, il y a eu des trucs du genre, on a vu des animaux sauvages dans les villes, ou des dauphins sur les rivages et tout. Enfin pas sur les rivages, mais vers les côtes et tout, et c'était jamais arrivé parce qu'avant, en fait, les gens circulaient. Et du coup, moi j'ai eu pendant un petit moment, genre le moment du confinement, un espoir de me dire, peut-être les gens vont se rendre compte que ça va mieux comme ça.
Et en fait, maintenant j'ai perdu un peu cet espoir parce que je me rends compte que non, en fait, on est tous repartis pressés dans nos vies en se disant vite, 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 il faut revenir à ce qu'on avait avant. Et on est tous un peu en mode ah, c'était bien avant le Covid et tout. Et en fait, du coup, on n'a pas du tout progressé sur cette période-là, je trouve. Et la deuxième chose par rapport au Covid, je pense que j'ai changé aussi la perception que j'ai de moi. Juste de moi, pas forcément de mes relations. Mais je me rappelle par exemple que pendant le confinement, j'ai passé à peu près tout le confinement à m'habiller en jogging ou à pas m'habiller, vous voyez. Et quand il a fallu remettre des fringues, des vraies fringues, genre des pantalons et tout, ça m'a vraiment pesé. Et en fait, je me suis rendu compte que les fringues que j'avais ne me plaisaient pas. Et ça, c'est bizarre, mais avant je les portais, j'étais obligée, entre guillemets, parce que sinon tu t'habilles pas. Et le fait de s'être pas vraiment habillée pendant 2 mois, le fait de reprendre m'a beaucoup angoissée sur mon habillement. Le fait que, ce jean, il est vraiment pas confortable, ce t-shirt, je suis tout le temps en train de le remonter et tout. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, faut arrêter de te prendre la tête et les vêtements, si tu les aimes pas, tu les mets pas. Et avant, je me sentais obligée de les mettre. Ça paraît peut-être un peu un peu superficiel, mais je me sens beaucoup mieux maintenant que les habits dans lesquels je suis me correspondent et me vont bien. Et du coup, t'en as tiré des leçons et des apprentissages un peu du même genre? J'ai appris à rédiger des mails. Avant, ça m'angoissait énormément de rédiger des mails. Et en fait, pendant le confinement, le fait d'avoir des cours à distance, etc., j'ai été obligée de rédiger des mails et de mettre la forme et tout. Et du coup, maintenant, je le fais assez naturellement, quoi, ça va. Et comment tu définirais ta génération? Et à ton avis, quelle est l'image que les personnes qui n'en font pas partie ont de nous et est-ce que c'est juste? J'ai pas vraiment d'image autre que celle de mes parents et de mes grands-parents, mais l'image qu'ils ont de nous n'est pas très positive. Mes parents, ça va parce que encore on est des ados avec mon frère à la maison, donc ça peut aller, tu vois. Mais mes grands-parents, ils nous voient aussi, mais c'est pas pareil. Et notre génération, c'est des bons à rien, ils ont pas de patience, on leur a pas appris les valeurs du travail, etc. Et c'est vrai, sûrement, il y en a, mais on n'est pas tous comme ça. Et c'est aussi que on a envie un peu que le travail, ce soit pas aussi important dans nos vies. On a envie d'avoir des métiers qui nous plaisent, en fait, et on n'a pas forcément envie d'avoir un travail pour nous nourrir, quoi. Alors du coup, là, on va passer à la dernière partie. On va parler de l'avenir et de la société de demain. Alors, si tu oublies toutes les barrières de ta vie, quel est ton rêve ultime? C'est large, hein. C'est très large, mais je pense que j'ai juste envie d'être heureuse et accomplie dans ce que je suis plus tard. Parce que là, je suis vraiment dans une période où je me dis... tu sais, genre t'as 1000 possibilités qui s'ouvrent à toi. Tu te dis, si je prends cette voie, à tout moment, je suis moins heureuse que si je prends cette voie. Et ça m'angoisse beaucoup. J'espère juste du coup que j'arriverai à être complètement moi-même, complètement ok avec mes démons entre guillemets, et complètement ok avec ce qui va bien, et juste heureuse là où je suis, quoi. Et que j'aurais pas envie, comme pour revenir au début, à faire un bon lien avec The Great Escape, d'aller ailleurs, quoi. Je serais bien à ma place. Et qu'est-ce que tu veux faire comme métier ou même comme étude? J'ai des pistes, j'aime beaucoup ce qui est sciences politiques, mais même les relations, tout ce qui est sociaux, etc. J'aimerais bien être journaliste, mais c'est très compliqué, c'est très sélectif, et c'est peu probable, donc je me ferme pas de porte pour l'instant et je vais juste vers ce qui me plaît. Et est-ce que ça t'angoisse, le fait de pas vraiment savoir ce que tu veux faire, etc.? Alors d'un côté ça m'angoisse parce que je me dis, là je suis en fin de première, et je me dis, dans un an, je saurais pas où je suis, et ça a jamais été aussi vrai en fait. Parce que même quand j'étais au collège, dans 1 an et demi, je savais que j'allais être au lycée. Je savais pas exactement quel lycée, mais je savais quand même, j'avais des idées, quoi. Là, je peux être à tout moment dans n'importe quel coin de la France, à Lyon, dans n'importe quel secteur de... Enfin, je peux être vraiment... J'ai aucune idée et j'ai aucune projection. Donc ça fait un peu peur. Je pense que si j'avais tout planifié dans ma vie, de A à Z jusqu'au métier, ce serait pas non plus chouette parce que j'aurais pas de surprise, ce serait trop attendu et du coup peut-être je m'en lasserais plus vite aussi. Le fait que si jamais finalement c'est pas cette voie-là, ça m'angoisserait aussi parce que je me dis du début à la fin c'est pas ce que je voulais faire, quoi. Enfin,
Non, je pense que d'un côté c'est angoissant et d'un côté c'est bien. Par rapport à ça, est-ce que tu trouves que au lycée on t'accompagne assez au niveau de ton orientation, etc. ou qu'il y a des choses à refaire? Alors je pense qu'il y a tout à refaire, il y a tout à revoir, mais au final c'est pas de la faute des gens que j'ai en face de moi, parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Enfin, je sais que par exemple la personne qui me donne des conseils actuellement, qui me donne des conseils entre guillemets parce que on est censé se voir une semaine sur deux et encore c'est compliqué, c'est ma prof principale. Sauf que ma prof principale elle est prof de français, elle est pas prof d'orientation. Et que du coup ce qu'elle peut faire c'est nous dire bah vous allez sur ce site. Sauf que moi ça je peux le faire chez moi tu vois, donc elle me donne pas des conseils, mais c'est pas de sa faute, c'est pas son métier tu vois. Et après on est censé avoir des conseillères d'orientation, sauf que la conseillère d'orientation moi je suis allée la voir, et encore une fois ce n'est pas de sa faute, c'est juste elle est psy en fait, c'est pas une conseillère d'orientation. Et du coup moi je lui posais des questions, elle allait chercher les réponses sur son ordinateur. Au fond, moi aussi je peux le faire, si j'ai des questions, je vais pas la voir et j'irai pas voir ma prof de français. En fait j'ai personne vers qui vraiment me tourner qui aura plus de réponses que ce que moi je peux trouver. Et en fait, aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir des réponses ou des choses, il faut aller voir des organismes privés, il faut aller voir des gens à l'extérieur, et c'est payant, et ça veut dire qu'il y a des gens qui sont mal orientés en fonction de s'ils ont l'argent ou pas, et je trouve ça juste complètement triste, parce qu'avant, les conseillères d'orientation, ça avait le mérite d'exister, et aujourd'hui, c'est une psy auquel on met le nom de conseillère d'orientation, sauf qu'elle, elle est psy, quoi, c'est pas son rôle. Et du coup, comme site internet, qu'est-ce que t'as conseillé? Bah, je sais que moi, on m'a toujours conseillé Onicep, et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais moi, ça me suffit pas, entre guillemets, dans l'idée que ça m'apporte pas les réponses comme ça, là, précises, tu vois, genre, je me dis pas, ok, c'est bon, je vais faire ça. C'est pas... Je sais pas, j'aime bien avoir quelqu'un en face de moi avec qui parler, parce que Onicep ne dit pas tout, ou il y a trop de choses, t'es soit perdu dans les informations, soit il y en a pas assez, quoi. Et du coup, est-ce que t'as l'impression qu'on a influencé tes choix d'orientation ou qu'on les a réduits? Alors, je pense qu'influencer et même réduit, c'est un peu compliqué de dire ça, parce qu'au final, c'est moi qui choisis. En tout cas, si on parle de mes profs, non, parce qu'au final, c'est souvent moi qui ai le dernier mot. Après, ils ont quand même un regard et ça me choque. Par exemple, quand je vois des gens autour de moi qui se retrouvent dans des filières qui leur correspondent pas du tout, simplement parce qu'un prof a dit non, tu ne pourras pas faire ça, et du coup, ils se retrouvent dans un truc qui va définir leur vie et qui jamais ne leur a plu et ne leur plaira. Et je trouve ça horrible. Mais par rapport à moi, je pense que ça s'est pas produit parce que j'ai la chance d'avoir les notes qui vont bien et du coup d'avoir les possibilités, mais pour les personnes qui n'ont pas cette possibilité-là, je trouve ça horrible. Et après, je suis quand même quelqu'un de très influençable dans l'idée que j'écoute ce que les gens me disent, et que ce soit mes profs ou mes parents, je vais y faire très attention, surtout mes parents. Et les prendre très à cœur, alors que c'est bête parce que c'est moi, donc au final ça devrait être que ce que moi j'ai envie, mais je voulais faire autre chose avant un peu, et on m'a dit ah ouais t'es sûre machin, et du coup j'ai un peu fait non, alors qu'en fait si, mais du coup non, j'ai cherché d'autres possibilités, et du coup c'est des choses que j'ai complètement rayées parce qu'on m'a dit ah c'est pas très sûr quand même, et il y a beaucoup de choses comme ça, mais c'est pas grave, ça veut pas dire que je me plais pas forcément dans ce que je ferais, et ça veut pas dire que je les garde pas dans un coin de ma tête, peut-être que j'y reviendrai, je sais pas. Et comment tu rêves du monde de demain? Qu'est-ce que t'aimerais comme monde? Alors bah j'aimerais, pour revenir aux causes qui m'intéressent, qu'on se réveille un peu. Au niveau de l'écologie, je pense qu'il y a beaucoup de blabla, mais il n'y a rien qui se passe, et ça m'énerve un peu l'espèce d'hypocrisie de on doit en parler pour genre se faire élire. Là on est dans la pleine période présidentielle et on a un peu l'impression que pour la plupart des hommes politiques et des femmes politiques, c'est un peu on en parle parce que sinon on est mal vu, mais au final ils vont rien faire, ou c'est des lois qui se fixent pour 2050, mais c'est trop tard en fait. C'est maintenant qu'il faut faire les changements, et en fait peut-être que c'est déjà trop tard, et ils en ont rien à faire parce qu'en 2050 ils seront morts ou vieux, et qu'en fait tout va reposer sur nous. Et que du coup, eux, ils préfèrent vivre leur petit business là maintenant et s'enrichir, ou vivre dans le confort toute leur vie sans jamais prendre de décision, pour que nous, après, on récupère leur merde. Et je trouve ça complètement tellement méchant. C'est juste nous refiler leur merde, quoi.
Alors que nous, on n'a rien demandé. Et c'est nous, notre génération et un peu celle d'avant, qui forçons en disant là, faut agir. Et en fait, on n'a pas les moyens d'agir, quoi. Ça, c'est très frustrant. Mais après, je pense qu'on progresse dans un très bon sens au niveau de l'égalité et de la remise en question générale et qu'il y a plein de choses qui bougent. Et est-ce que tu aurais aimé vivre à une autre époque? On m'a déjà posé cette question beaucoup, beaucoup de fois. Et jusque-là, j'ai toujours répondu que non, parce qu'en fait, avant, il y a toujours eu des combats pour l'égalité. En fait, aujourd'hui, c'est qu'un résultat et des conséquences de ce qui s'est passé avant. Donc au niveau de, quand même, l'égalité, par exemple, homme-femme, là où on en est aujourd'hui, mais c'était même pas imaginable il y a 50 ans. Donc je pense que pour beaucoup de choses, j'aime la période dans laquelle je vis, mais il y a quand même une sorte d'euphorie sur le futur qu'on n'a plus, je trouve, et qui ferait plaisir à retrouver, par exemple, dans les années 70-80. Je pense qu'il y a eu une vraie période où les gens, justement, manifestaient énormément pour l'égalité, et je pense qu'ils avaient vraiment l'espoir de construire un monde profondément meilleur. Et aujourd'hui, à mon avis, on a perdu un peu de ça. Personnellement, moi je crois pas qu'un monde profondément meilleur est possible dans l'idée où la planète va de moins en moins bien. Du coup, c'est juste ça. Ça veut pas dire qu'on se bat pas aujourd'hui pour obtenir des droits et tout, et on est quand même hyper motivé. Simplement, on a moins l'euphorie de se dire le futur est génial, quoi. Comment tu vois le monde dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, enfin le monde comment tu vois le monde d'après? Et avec qui à tes côtés? Et quel travail? C'est un peu des choses qu'on Ok. avait déjà dites, mais voilà. J'espère que je serai... on va dire que j'espère plus que je me vois. J'espère que je serai assez épanouie et assez bien où je serai encore. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui je suis pas bien où je suis, mais le fait que je rêve à quelque chose de mieux me fait dire que je préférerais être dans ce mieux-là. Et du coup, j'aimerais bien avoir enfin, être sûre de par exemple mes études, que ce que j'ai fait derrière moi, donc ce qui est pour l'instant devant moi, par exemple mon orientation et mes études. J'espère que dans 10 ans, je me dirai t'as fait le bon choix et d'avoir été satisfaite des décisions que j'ai prises maintenant. Est-ce que tu veux des enfants? C'est compliqué comme question. J'ai une vision très bizarre d'avoir des enfants. Personne... Si, en vrai, une personne que j'ai rencontrée la partage. Mais j'ai un peu l'impression que avoir des enfants, c'est combler un vide en soi. Genre l'idée de, comme ça, d'être sûr d'exister à travers quelqu'un d'autre, même quand tu seras mort. Et que du coup, c'est un peu un choix un peu égoïste. Et après, je dis ça, mais je méprise pas du tout les gens qui ont des enfants autour de moi. Je trouve ça très, très mignon, tout ça. Mais je me dis juste que le fait de se dire, ouais, je veux un enfant, je veux quelqu'un après moi, je veux élever quelqu'un, je veux modeler quelqu'un et l'éduquer, c'est quelque part un peu égoïste parce que lui, il a rien demandé, clairement, tu le fais apparaître et après tu crées ta personne en fait, c'est un peu ça. Mais c'est un peu horrible ce que je dis parce que en vrai, la plupart des gens qui font ça, c'est simplement du bon sentiment et voilà, c'est juste ma vision des choses. Mais je pense que j'évoluerai par rapport à ça. D'accord. Et bah du coup, pour finir sur une note plus tranquille, quel est ton film, ton album, CD, musique préférée et ton livre préféré? Alors, si je commence par le film, on va rester sur des trucs sombres, hein, même si t'as dit note plus joyeuse, note plus positive. Non, 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 je reviens toujours aux sources. Alors, mon film préféré s'appelle Dancer in the Dark. Je l'ai vu genre il y a 2-3 ans. Et en fait, c'est une comédie musicale. On peut pas appeler ça une comédie parce que rien dans ce film n'est une comédie, on va dire tragédie musicale. L'actrice principale, c'est une chanteuse en fait qui s'appelle Björk et en fait c'est elle qui a fait toute la musique et la musique est incroyable, mais ce que je trouve fou c'est que la musique ne prend son sens que quand il est éclairé par le film, c'est-à-dire que moi je suis pas fan de ces musiques et quand j'ai écouté l'album, je l'ai écouté avant de regarder le film, j'ai dit ouais bof, tu vois. Et en fait, dans le film, chaque musique, tu te dis mais c'est horrible. Et du coup, maintenant, quand je réécoute l'album, je me dis ah, cette musique, c'est quand il se passe ça dans le film. Ah ouais, elle a vraiment son intérêt, tu vois. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment fou. Et au-delà de ça, le film est vraiment incroyable. Il est filmé bizarrement et ça fait son charme. Je le vends pas super bien en vrai. Mon album préféré que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a 2 mois, il s'appelle Titanic Rising.
Ah, je pense que ça se dit comme ça. The Wise Blood. Et c'est un album très bien dans l'idée que moi, il me replonge dans une période que j'ai pas connue bizarrement, mais genre je dirais ça fait un peu années 80-90, alors qu'il a été publié en 2017. Donc vraiment rien à voir. Et il est incroyable. Je pense que c'est l'album le plus joyeux que j'ai jamais écouté de ma vie. Et il est pas particulièrement joyeux, mais ça vous donne une idée à peu près de mon niveau de, de dépression. Mais ouais, je le considère comme l'album le plus joyeux que j'ai jamais écouté. Et du coup, ça me fait du bien de l'écouter. J'ai l'impression d'être vraiment heureuse dans ma vie. Et c'est pas parce que j'écoute des musiques tristes que je suis pas heureuse, hein, mais voilà quoi. Ça me donne moins l'impression d'être en dépression. Et ton livre préféré du coup? Mon livre préféré, ce serait Les Vagues de Virginia Woolf. Je sais que beaucoup de gens avec qui j'en ai parlé m'ont dit qu'ils l'avaient trouvé vraiment chiant et vraiment long. Mais moi, c'est un vrai souvenir de vacances dans un moment où j'étais vraiment très très loin de mon quotidien. Et du coup, ça m'a vraiment fait du bien de le lire. Voilà. D'accord, bah écoute, c'était très intéressant. Bah merci de m'avoir invitée. Bah merci d'être venu. Bah merci.